Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 97 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Certains sujets restent encore tabous après la naissance d'un enfant et notamment la sexualité. Retrouver une intimité de couple, se réapproprier son corps, être à l'aise avec le chamboulement qu'on vient de vivre pour envisager de reprendre une sexualité sont autant de thèmes dont on parle très très peu dans la sphère publique. Camille Bataillon est sexologue spécialisée en périnatalité et autrice du livre « Réinventer sa vie intime après bébé ». Au travers de son livre, elle donne des clés très précises pour, étape par étape, rétablir un lien. D'abord de soi à soi, puis entre le couple parental. Dans cet épisode, on parle de Queen Shower, de Hot Date, de booster son imaginaire érotique, de slow sex et de l'importance de la communication dans un moment clé de la vie des êtres humains, que ce soit pour les pères et pour les mères. Dans cet épisode, on aborde vraiment plein de thèmes et le désir ou non de la sexualité en fait partie et surtout l'apprentissage de l'écoute des besoins de soi et de l'autre. Parce que c'est important de se dire qu'il ne faut plus jamais accepter d'avoir des rapports juste parce que c'est comme ça et qu'il faut bien s'y remettre. Chacun sa temporalité. L'important, c'est d'être en accord avec les signaux que nous envoie notre corps et notre tête. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Camille. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir gentiment envoyé ton livre pour parler d'un sujet brûlant qu'on me demande tout le temps et je pense qu'on pourrait faire 50 000 épisodes sur la sexualité et notamment en postpartum. Donc tu es sexologue et ça m'intéressait vraiment d'avoir ton point de vue. Mais déjà juste raconte-moi pourquoi et comment est-ce qu'on devient sexologue parce que t'es pas hyper âgée. Hein. Ouais, 30 ans. Tu as la trentaine, donc ça vient d'où ? Ça vient de l'adolescence où je lisais beaucoup de livres et en fait je lisais beaucoup de livres d'un sexologue qui s'appelle Willy Passini et il racontait ce qui se passait dans son cabinet et je voyais l'envers du décor, l'intimité des couples et je me disais mais c'est génial déjà de savoir ce qui se passe au sein des couples et surtout j'ai vite compris que les enjeux d'intimité et de sexualité avaient vraiment un impact en fait dans la dynamique de couple et dans la relation de couple. Et je me suis dit, je rêverais de faire ce métier-là. Mais sauf que je ne connaissais personne qui était sexologue et je ne savais même pas si c'était un vrai métier et comment y arriver. Et puis, le chemin m'a amené autre part, vers la psychologie, puis m'a emmené aux États-Unis, où là, vraiment, on parlait quand même un peu plus de sexualité. Donc, j'ai pu, à l'université, prendre des cours de sexualité humaine,
où là, on m'a demandé de regarder ma vulve et de la dessiner en cours. Donc, c'était quand même complètement différent de ce que je pouvais entendre ou voir en France. Et puis, petit à petit, je me suis formée. Je suis d'abord devenue coach en intimité avec la sexualité en pleine conscience, et on pourra revenir là-dessus. Et puis après, je me suis dit, OK, maintenant, je me sens prête. C'est le moment de chercher vraiment une formation pour devenir sexologue. Alors, en France, c'était difficile pour moi parce que je n'étais ni médecin ni psychologue et donc, c'était pas ouvert à moi. Par contre, en Belgique, il y avait un master en sciences de la sexualité et de la famille. Je me suis dit, allez, go, je prends mes valises et je vais en Belgique me former et devenir sexologue, avec en plus une certification en sexologie clinique. Donc voilà, mais moralité, en France, on n'est pas encore assez ouvert à tous ces sujets. Il faut aller soit au Québec, soit en Belgique, dans les pays francophones pour aller se former. Donc si ça évoque des vocations pour certains, certaines, n'hésitez pas à franchir la frontière. Même si en France, j'ai l'impression que voilà, ça commence un petit peu à s'ouvrir un petit peu plus. Ça prend le temps, mais c'est chouette. Puis avec les comptes Instagram qui se développent par rapport à la sexualité, à la sexologie, je pense que ça donne des inspirations aussi de métier de devenir sexologue. Oui, parce que tu l'as bien mentionné, en France, il y a des sexologues femmes-hommes, mais par exemple qui peuvent avoir été sages-femmes, enfin qui ont eu un parcours médical. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'en France, ça se répartit. Alors, tu as développé, donc tu as écrit un livre, tu as développé des outils à travers ce livre, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi est-ce que tu t'es focalisée sur la périnatalité ? Déjà, je suis passionnée par la périnatalité, je suis passionnée par la sexualité. Je me suis dit, tiens, on n'a jamais vraiment associé les deux. Il n'y a pas de formation en sexopérinatalité qui associe périnatalité et sexologie. Donc, j'ai commencé en fait à me renseigner parce qu'à l'époque, je travaillais pour une entreprise australienne qui se penchait vachement sur les mamans, le bien-être des mamans allaitantes. Et je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a aussi un impact au niveau de la sexualité. Donc, j'ai commencé mes recherches comme ça. Léger. Un petit peu léger. J'ai découvert que c'était vraiment très léger, très minime. Ça ne servait même pas d'en parler. Mais en fait, non, il y avait plein d'études là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il y a toutes ces informations-là. Et quand j'interrogeais autour de moi, même que ce soit des professionnels de la santé ou des mamans ou des couples, on n'en disait pas grand-chose. Et donc, à travers ces recherches-là, à travers des formations que j'ai pu donner à certaines sages-femmes, je me suis dit, OK, j'ai toutes ces informations-là, il faut que j'en fasse, en fait, il faut que j'écrive dans un livre que ces informations-là soient posées et qu'on puisse en parler normalement aussi. Oui, qu'on enlève ce fameux tabou autour de tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu décris dans ton livre, ce que c'est pour toi, je vais le dire avec l'accent bien français, Sexual Wellness Vision Board. Donc, comment on pourrait, ton tableau visuel autour de la sexualité. C'est ça. Je l'ai développé, c'est un outil très simple qu'on peut retrouver sur mon site internet. En fait, ça se divise en 2 colonnes. C'est vraiment un outil de communication pour le couple, pour savoir en fait ce qu'ils ont envie d'explorer dans leur vie intime. Parce que souvent, on se concentre principalement sur la sexualité, c'est une pénétration, il y a peut-être des préliminaires un petit peu avant, et puis ça se termine par une éjaculation. Mais les couples n'ont pas cette habitude en fait à penser un petit peu au-delà, à réfléchir vraiment à ce que eux aimeraient, au-delà de ce que les couples à côté font, les voisins, les voisines, ce qu'on lit dans les médias. Et donc, ça leur permet dans une colonne de vraiment penser à eux ce qu'ils ont, enfin chacun individuellement et chacune individuellement ce qu'ils ont envie de mettre là-dedans. Et puis ensuite à 2, lors des moments de rendez-vous amoureux, et on pourra en revenir là-dessus, de discuter ensemble, en fait, de dire, voilà, ce mois-ci, j'aimerais explorer ça, ou j'aimerais qu'on mette un peu plus d'attention sur ça, etc., et que le couple puisse communiquer là-dessus, et vraiment le noter dans ce Sexual Vision Board, et s'engager, en fait, à mettre des choses en pratique. Donc, c'est de l'intention et de la communication, en fait, dans le couple à travers cet outil. Ouais, donc ça aussi, tu recommandes de le faire pendant la grossesse, par exemple. Alors, dans tous les moments de la vie, mais c'est vrai qu'à la grossesse, ça peut être chouette, et ça peut être chouette aussi de parler justement de comment on envisage aussi le postpartum. C'est-à-dire, des fois, on se dit, ça sera, pas besoin d'en parler, on verra bien comment ça se passera, mais je me suis rendu compte que les couples qui anticipent, qui en discutent, etc., même si on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, mais ceux qui en discutent, qui en parlent de manière normalement, auront moins de tabous aussi en postpartum et pourront plus facilement aussi résoudre s'il y a des conflits, des difficultés. Ça paraît logique, hein. Un peu moins sur le coup, mais quand on y pense comme ça, on se dit oui, c'est vrai.
Parler, c'est toujours mieux. Tu cites pas mal d'études qui parlent du postpartum. Est-ce que tu peux nous dire un peu les chiffres sur la sexualité et le postpartum pour casser le mythe de on reprend une sexualité une semaine après l'accouchement, quoi. Ouais. Alors ce qui n'est pas le cas. Déjà, il faut parler du désir parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, avant de reprendre une activité intime, il faudrait que ça parte d'un désir. Ce qui en ressort, c'est souvent, on a repris les rapports intimes parce que j'ai senti une forme de pression, pas parce que j'en avais envie. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Et quand on voit dans les études, en fait, le désir sexuel, pour la moitié des femmes, la moitié des personnes qui ont accouché, ce désir sexuel est très bas, voire absent, les 3 premiers mois postpartum. Donc déjà, même après 3 mois avoir accouché, il y a déjà la moitié de celles qui ont accouché qui n'ont pas du tout de désir. Ça ne veut pas dire qu'elles ont peut-être pas repris des rapports intimes, mais en tout cas, elles n'ont pas de désir sexuel. Alors le désir sexuel va revenir au fur et à mesure. Souvent, ce qui est dit, c'est que le couple va reprendre un certain rythme de croisière dans le sens où va reprendre une vie intime de la manière qu'il souhaite à partir des 1 an. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il faut déjà se donner 1 an pour déjà prendre ses repères par rapport à plein de choses. Aussi, ce qui ressortait par rapport aux études et par rapport aux témoignages que j'ai reçus via mon livre, j'étais pas forcément surprise. Ce qui m'a choquée, c'était quand même en termes de quantité, c'est les douleurs. Les douleurs vaginales, les dyspareunies, ces souffrances-là au niveau du vagin que les personnes qui ont accouché décrivent. Et ça, il y en a pareil, les 6 premiers mois, il y a plus de 20% des personnes qui ont accouché qui ont des douleurs au niveau du vagin. Qui dit douleur au niveau du vagin n'a pas forcément envie d'avoir une sexualité avec pénétration. Par contre, si elle a envie, elle peut avoir une sexualité différemment. Mais ça, encore faut-il le savoir et encore faut-il en parler au sein du couple. Et puis, il y a l'image corporelle qui joue effectivement sur la libido aussi. 70% des personnes qui ont accouché 3 mois postpartum ont une image de leur corps vraiment négative, ne se sentent pas bien, ne se sentent pas confortables. Et quand on ne se sent pas bien dans son corps, on n'a peut-être pas forcément envie d'être intime aussi avec une autre personne. Et puis, il y a effectivement aussi les facteurs qui peuvent jouer sur la vie intime en postpartum, c'est la fatigue. La charge mentale de s'occuper de quelqu'un, de s'occuper de la maison, de s'occuper de l'éducation. Il y a le soutien par rapport aux partenaires, aux coparents, comment ça se passe au sein de la famille, par rapport à l'expérience aussi de l'accouchement, comment ça s'est passé, ça aussi, ça peut avoir un impact effectivement sur la vie intime. L'image corporelle, comme je le disais, les douleurs vaginales, et puis les émotions qui sont aussi un peu plus intenses, avec une sensibilité qui peut être différente. Il y a tu l'expliques très bien dans le livre, il y a un très gros tabou qui reste ancré malheureusement beaucoup chez les femmes, mais évidemment aussi chez les hommes, sur 2 identités qui s'entrechoquent dans notre société, qui est très cliché, mais qui fait toujours partie de nos vies, c'est la putain face à la madone. Donc, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est vraiment et en quoi ça a un impact sur une sexualité de couple ? La madone, c'est l'image de la mère. Souvent, la mère, c'est la personne qui n'a pas de sexualité, qui est sainte et qui se dévoue à ses enfants. Et puis la putain, elle, c'est la femme sexuelle, libérée, qui peut avoir des rapports intimes et qui est du coup plus attrayante. Et dans notre société, dans l'imaginaire qu'on a, une femme, dès qu'elle devient mère, elle devient presque intouchable. Elle devient moins sexualisée. Elle devient moins attrayante, moins attirante. Et ça joue dans l'inconscient déjà de la part des partenaires qui du coup voient une mère et donc plus forcément quelqu'un qui peut être désirable. Donc on peut voir aussi une baisse de la libido de la part des partenaires quand c'est des couples hétérosexuels. Et de la part de la femme qui l'intègre aussi. Je suis devenue mère. Quand je suis mère, et je l'entends beaucoup de la part du coup des femmes qui sont aussi mères, j'ai du mal à enlever cette casquette. Quand je suis dans la chambre conjugale ou quand j'ai une sexualité, j'ai toujours cette casquette de mère. Je pense à mes enfants, je pense à ce corps qui a changé, je pense à toute cette charge mentale. Et donc, je ne peux pas être sexuelle, je ne peux pas être une femme sexuelle. Et donc, il y a cette dualité entre je suis mère, je suis soit mère ou je suis une femme sexuelle, mais elles ont souvent la difficulté d'associer les deux, que ce soit elles ou les partenaires.
Oui, c'est ce que je veux dire. C'est pas qu'un problème de femmes, Ouais. c'est aussi la vision qu'ont les hommes. Et ils ont été élevés avec cette dualité. Et parfois, ils sont un peu perdus. Évidemment, je le redis, on parle dans les couples hétérosexuels. Parce que, encore une fois, dans les couples homosexuels, c'est pas du tout la même chose, la sexualité. Il y a plus de En tout cas, recherches qui ont été faites Voilà. sur les couples hétérosexuels. Ouais. Et puis juste sur la représentation sociétale qu'on a, c'est différent. Mais du coup, pour les pères, tu travailles sur quoi pour arriver à sortir cette image de la tête? C'est vrai que c'est pas évident. En fait, ça va passer par repenser déjà l'image de la femme, effectivement, l'image de la mère, mais surtout d'arriver à dissocier, de se dire, ce qu'on essaie de travailler, c'est du coup dans la chambre conjugale. Alors, quand je dis chambre conjugale, ça peut bien sûr être en dehors de la chambre conjugale, mais quand il y a une activité intime, que vous changiez de rôle. Vous n'êtes plus ni mère ni père, mais que vous puissiez être une femme, un homme, et avec une sexualité. Et ça, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Des fois, pour certaines personnes, c'est même impossible parce que c'est tellement ancré, ça vient tellement être dans la confusion que c'est difficile et qu'ils ont besoin de cette séparation. Et des fois, pour eux, la sexualité, c'est même pas possible avec la personne avec qui ils ont eu des enfants et que ça peut être que avec des personnes en dehors qui n'ont pas d'enfants. Ça arrive aussi. Mais je rassure, dans la plupart des cas, en fait, on arrive quand même à faire bouger les choses. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est fou parce que ça fait perdurer ce cliché de l'homme infidèle qui va avoir des femmes plus jeunes et qui n'est pas capable de ressentir de désir pour la femme qu'il épouse. Enfin, ouais. C'est tellement ça me paraît tellement cliché, Ouais. mais bon, c'est une réalité. C'est une réalité qui existe encore, qui est, je l'espère, pas une majorité. Et c'est vrai, de faire face en fait à ce corps qui a changé, des fois c'est comme s'ils réalisaient, ils ont du mal à faire face à cette réalité. Il y a un corps qui change, ce n'est pas un corps comme on peut voir dans les films pornographiques, tout lisse, etc. C'est un corps qui change et des fois ils ont de la difficulté à faire face à la réalité et à la responsabilité aussi de ce qu'est être père, être parent, etc. Est-ce que, tu en parles, hein, évidemment, ce mot revient comme dans mon podcast patriarcat. Comment est-ce que le patriarcat, il détériore finalement la sexualité hétérosexuelle? Est-ce que tu arrives à voir tout ce que ça touche? La vision de la sexualité, effectivement, dans des représentations genrées de ce qu'est la sexualité, qui domine, qui est la personne, généralement, l'homme il a des besoins, donc faut que j'y réponde. Et puis moi, je suis qui pour exprimer mes désirs? Je n'ai pas la place d'exprimer mes désirs et encore, on m'a jamais appris à réfléchir à ce que moi j'ai envie. Et donc quand je dis moi, je parle en tant que femme. Aux hommes, effectivement, à penser à leur plaisir. Alors là, on parle vraiment pour les personnes qui sont vraiment dans ce schéma, on va dire, patriarcal, même si ça tend à changer. Je suis contente en consultation d'avoir quand même des hommes qui sont déconstruits par rapport à ça. La répartition des tâches aussi. Que du coup dans le système patriarcal, ça va être plutôt la femme, la mère qui va s'occuper des tâches, etc. Et puis le père qui va ramener l'argent et qui lui va être stimulé par des choses externes, etc. Donc oui, ça a un impact effectivement sur la sexualité, sur le plaisir, sur le bien-être du couple. Oui, on s'en sortira un jour de tout ça. Mais je rassure vraiment je suis vraiment, parce que sinon ça reste un portrait qui est quand même pessimiste, qui existe effectivement, mais vraiment je veux rassurer parce que je suis vraiment contente qu'en consultation, j'ai quand même de plus en plus de personnes dans les couples hétérosexuels où l'homme est déconstruit, où l'homme prend son rôle et cherche vraiment à comprendre, dans une majorité de cas, il cherche vraiment à comprendre ce qui peut faire du bien à la personne, comment avoir plus de plaisir, comment être plus présent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le désir en postpartum, il prend un coup? C'est dû à quoi? Ouais. Bon, alors parlons des hormones. Commençons par les hormones quand même si elles n'expliquent pas tout, mais elles peuvent expliquer quand même une partie. Les 6 semaines en postpartum et puis ensuite aussi quand il y a l'allaitement, il y a une baisse du taux d'oestrogène et de progestérone qui peut donner lieu à des sécheresses vaginales. Donc je sais que désir et sécheresse vaginale n'est pas forcément lié, mais pour certaines femmes, souvent elles vont se dire je mouille plus et donc elles se posent 10 000 questions par rapport à ça et elles se disent c'est peut-être pas normal, peut-être que j'ai pas envie, j'ai envie, je ne sais pas. Donc des fois ça peut s'expliquer effectivement par ça, mais aussi parce qu'il y a l'hormone de la prolactine qui est élevée, surtout quand on allaite, et une baisse de la testostérone. Donc ces deux hormones sont liées du coup à une baisse du désir et une baisse des fois du bien-être même.
Donc, au niveau hormonal, ça peut expliquer une baisse du désir, de l'excitabilité. Mais il n'y a pas que les hormones, il y a effectivement, comme je disais, la fatigue, le soutien du partenaire aussi ou de la partenaire. Si par exemple, la femme qui a accouché doit s'occuper de toutes les tâches, doit prendre en charge tout ce qui se passe, est-ce qu'on a envie d'avoir un rapport sexuel après? Pas forcément. Il y avait une personne dans le livre qui décrivait que elle s'occupe toute la journée des enfants, puis quand elle rentre à la maison, elle doit encore en plus écarter les jambes. Donc c'était quand même fort. Donc souvent on l'oublie, mais les études le montrent que dans les couples où il y a une répartition des tâches qui est juste, qui est équitable pour les deux, il y a une meilleure satisfaction de la vie sexuelle. Donc, je pense que c'est quand même un indicateur très intéressant. Par rapport du coup au désir, il y a aussi tout ce qui est les suites de l'accouchement. Donc effectivement, si on a des douleurs au niveau physique, mais des douleurs aussi au niveau de la vulve, au niveau du vagin, ça peut effectivement freiner d'avoir envie des rapports intimes. Parce que si on s'inquiète déjà, si on appréhende un rapport avec pénétration par exemple, effectivement que ça va jouer sur le désir, on n'a pas envie d'avoir mal. Ensuite, il y a aussi le rapport au corps, comme je disais, si on ne se sent pas bien dans son corps, ou si on a besoin de temps aussi pour s'approprier son corps, parce que souvent il y a aussi ça, c'est on va penser rapport intime avec l'autre, alors que j'aurais tendance à dire il faut déjà reprendre du temps pour soi, pour se réapproprier son corps qui a changé, ses sensations qui sont différentes. Souvent, les personnes qui ont accouché vont dire qu'il y a des sensations différentes, qu'elles ont besoin aussi de temps pour se réapproprier cette zone, le vagin, surtout quand elles ont accouché par voie basse, le ventre, les seins aussi, et on reviendra là-dessus. Donc la sensibilité peut être différente et peut être perturbante au début aussi pour certaines personnes, d'où l'importance de déjà s'approprier ça seul, de redécouvrir ses sensations seul, et c'est ce que j'en dédie tout un chapitre dans le livre justement pour vraiment prendre ce temps par rapport à ça. Et voilà, et vraiment aussi la communication, comment ça se passe dans le couple, aussi l'état de la relation, comment on s'entend dans le couple avec l'arrivée d'un bébé, est-ce qu'il y a des conflits non résolus, est-ce qu'il y a des choses non dites qui vont venir effectivement peser sur l'envie d'être en rapport intime avec l'autre. Et dernier petit point, il y a aussi cette croyance que la sexualité, le rapport intime, c'est que forcément, ça passe forcément par une pénétration. Alors qu'il y aurait sûrement certaines femmes, si on leur donnait cette possibilité-là, ou si elles se donnaient cette possibilité-là, auraient du désir pour du sexe oral, ou des caresses, ou de la masturbation mutuelle, mais peut-être pas forcément tout de suite, ou pas encore de la pénétration. Oui, donc avant de reprendre une sexualité pénétrative, on peut aller sur d'autres chemins et explorer d'autres pistes. Tout à fait. Pour y être amené un peu plus tard si la zone encore de la vulve et du vagin est trop sensible. Exactement, et ça permet. Et ce que je vois dans les couples qui arrivent à communiquer, qui arrivent à avoir cette flexibilité en postpartum et qui, par exemple, pour le moment, c'est pas envisageable une pénétration, ils explorent en fait tout ce potentiel-là qu'en fait chaque personne et chaque couple devrait en fait, parce que regarder la sexualité que sous le prisme de la pénétration, c'est passer à côté de 95% de ce qu'est la sexualité en fait. Donc il y a plein d'autres choses en fait à découvrir, et les couples qui vont là-dedans du coup ont une vie sexuelle généralement plus enrichie en postpartum, parce ça vient venir repenser la sexualité, repenser les pratiques sexuelles qu'on ne pensait peut-être pas avant. Tu l'as un peu évoqué, la partie des seins, qui est une partie un peu particulière si on allaite. Pour les mamans qui allaitent, est-ce que ça peut être un frein aussi de reprendre une sexualité ? Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on le sait, c'est une zone érogène, mais c'est aussi la zone où on nourrit un enfant. Donc, comment on fait avec cette dualité ? Ouais. D'ailleurs, justement, comme tu parles de ça, ce qui peut aussi freiner le désir, c'est effectivement quand on allaite. Donc, il y a les hormones, etc. Mais aussi, comme on a ce contact peau à peau avec son enfant, qu'on est nourri déjà, qu'on a ce plein d'ocytocine, qu'on est nourri, on ressent moins l'envie ou le besoin d'avoir ce contact intime avec le ou la partenaire. Donc ça aussi, ça c'était important de le dire. Et donc quand on allaite et qu'on est dans l'intimité, effectivement, il y a ces seins qui du coup ont une sensibilité, même des fois peuvent être douloureux. Donc on n'a peut-être pas, c'est une zone où généralement on n'a pas forcément envie qu'elle soit touchée par le ou la partenaire, parce qu'elle est déjà bien touchée le reste de la journée. Des fois, il y a certaines personnes aussi qui
les émissions de lait ou les éjections de lait pendant des rapports intimes, parce que quand on a du plaisir, on sécrète de l'ocytocine, et quand il y a une augmentation de l'ocytocine, il y a des émissions de lait. Et du coup, pour certaines personnes, alors certains couples, ils rigolent et ça reste léger, mais pour certaines personnes, ça peut vraiment être une gêne, une honte, et du coup, peut les freiner justement à avoir des rapports intimes. Et puis, il y a aussi le fait que cette image de nourrir son enfant, on revient un petit peu à cette casquette Madame Putain, où je nourris mon enfant la journée avec ses seins, puis de voir ces seins-là aussi qui sont présents pendant un rapport intime. Des fois, c'est confrontant, et d'assimiler ça, et de dire, ok, j'ai une sexualité, en même temps, ces seins, c'est des seins nourriciers. Donc, c'est cette dualité qui, des fois, peut être compliquée pour certaines personnes à gérer. Et puis aussi, un point que je mettais dans le livre et que j'avais découvert aussi via des études, c'est que pour 33% à 35% des personnes qui allaitent, l'allaitement est une expérience érotique, une expérience sensuelle, une expérience de bien-être. Et je tiens à le dire pour rassurer les personnes qui ressentent ça, ce bien-être, ce côté érotisme quand elles allaitent, pour pas dire qu'elles sont pas normales ou pas dire en fait c'est parce qu'elles ont du désir pour leur enfant, ça n'a rien à voir. C'est juste que voilà, c'est de l'ocytocine, c'est une expérience de bien-être, ça fait du bien. Donc pour celles qui ressentent ça, profiter, et il n'y a rien de honteux. C'est comme l'accouchement qui peut être orgasmique. Oui. Ce n'est pas de l'inceste, c'est juste une fonction hormonale, physiologique. Ouais. Voilà. Ça peut aussi. Pardon, je t'ai coupé, mais effectivement, c'est pour les personnes qui ont un accouchement orgasmique, un accouchement plaisant, entre guillemets, mais surtout puissant, où elles ressortent avec une certaine puissance, va avoir aussi un impact sur la confiance en elles et la confiance sexuelle, la confiance dans leur corps. C'est vrai. Dans l'enquête que tu as fait pour ton livre, tu as interviewé donc pas mal de couples, et ça m'a interpellée parce que tu décris qu'il y a un bon nombre de pères qui sont perturbés et déboussolés par le duo fusionnel que peut représenter le duo mère-bébé nourrisson, vraiment dans le postpartum immédiat, et que ce sentiment, ça a un gros impact sur la sexualité parce qu'ils trouvent pas leur place, ils n'arrivent pas à faire partie d'un trio, en gros. Qu'est-ce que tu dis aux couples qui vivent ça et aux pères? Comment ça se passe en consultation? Ouais, souvent de voir ce duo mère-enfant, ça re-questionne par rapport au père à sa place, mais aussi à cette jalousie des fois qu'il peut avoir. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est de la jalousie vis-à-vis de la mère et de la relation qu'elle a à l'enfant, ou des fois de la jalousie de l'enfant vis-à-vis de la relation qu'il a avec la mère? Des fois, ça peut être un peu les deux. C'est-à-dire, moi aussi, j'aimerais être connectée à ma partenaire et je ne peux plus l'être en ce moment, peut-être. Ou moi aussi, j'aimerais avoir une relation comme ça avec mon enfant, mais je ne sais pas comment. Donc, c'est de poser déjà ces questions-là et de pouvoir communiquer là-dessus, parce qu'il n'y a rien de honteux. Et souvent, les papas ou coparents vont se sentir honteux, ils vont plutôt ne pas en parler et plutôt s'exclure. Moi, je recommande vraiment de pouvoir communiquer là-dessus, et du coup, au papa de se questionner sur en fait, quelle place j'ai envie de prendre, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon enfant. Peut-être qu'effectivement, je ne peux pas partager, donner le sein, mais je peux faire tout un tas de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et si jamais c'est une question, mais ce n'est pas forcément le cas, mais si c'est une question c'est la mère qui ne laisse pas suffisamment la place, alors là, de voir comment on peut réarranger. Mais généralement, c'est plutôt le père qui s'exclut et ne prend pas sa place. Ah oui, dans la dynamique. Et ça vient surtout dans les configurations où il y a allaitement, ou pas forcément? Non, pas forcément. Je parlais d'allaitement, mais c'est vrai que pas forcément. Parce que des fois, justement, s'il y a allaitement, les papas vont plutôt dire, est-ce que tu peux arrêter l'allaitement? Parce que voilà, vous êtes un petit peu dans la fusion, puis en fait, l'allaitement s'arrête et ça reste comme ça. C'est pas faux. J'ai vécu ça. Ah voilà, ça parle de vécu. Mais ça peut être en fait aussi sans l'allaitement. Et là, c'est plutôt une question, en fait, aussi pour les pères, alors, c'est pas quand même tout nouveau, mais c'est surtout peut-être un manque de repères, et en fait pas forcément d'avoir eu un modèle de comment s'investir en tant que père, et en même temps ce désir de vouloir s'investir mais de ne pas savoir comment faire. Donc c'est vraiment de poser ces questions-là au sein du couple, et de étape par étape avec le couple, de voir en fait ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent mettre en place. Et ça a quoi comme répercussion sur la sexualité du coup? Alors du coup, ça peut être si par exemple le père s'exclut,
il va complètement s'exclure de la vie de famille et faire sa vie un petit peu à côté, ne plus forcément, ou s'il y a par exemple aussi une blessure, hein, il se sent rejeté vis-à-vis de sa partenaire, va plus vouloir avoir de contact intime avec elle. Ou s'il y a de la jalousie, va vouloir écarter un petit peu l'enfant et puis pressuriser peut-être la femme par rapport à la sexualité. Oui, dans tous les cas, C'est important d'en parler. Oui, il faut défaire le nœud. Ouais. Les nœuds même. Les nœuds, oui, c'est vrai. Là, on a parlé des pères qui se sentent exclus, qui parfois pressurisent malheureusement, mais il faut pas oublier que quand même, ça touche aussi les pères, la perte de désir, que c'est pas une problématique exclusivement féminine. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais. Effectivement, je l'ai constaté aussi à travers les témoignages de papas. Surtout, je l'ai constaté chez les papas qui s'investissent encore de plus en plus dans leur paternité, parce qu'ils ont du coup aussi cette fatigue, ils ont aussi des émotions intenses, ils ont aussi plein de questionnements qui viennent jouer, impacter leur sexualité. Leur libido en prennent un coup parce que, comme je disais, ils s'investissent, mais aussi parce que ils sont vraiment en lien avec leur partenaire, avec elle aussi, ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, souvent, ils sont dans l'empathie. C'est-à-dire que si elle est fatiguée ou si elle est dans la douleur, etc., ils disent, moi, je veux vraiment qu'elle se sente bien d'abord. Et la sexualité, ça passe à côté pour l'instant. Donc, ce que je constate, c'est que plus les pères sont investis dans l'empathie avec les partenaires et effectivement, vont être plutôt en synchronisation avec ce qui se passe pour la partenaire aussi. Je t'ai pas posé cette question, mais est-ce que toi, tu reçois les couples homosexuels, est-ce que parentaux et si oui, quelles problématiques est-ce que c'est similaire ou complètement différent ? J'en reçois pas encore assez, mais ça m'intéresse vraiment parce que pareil, dans les études scientifiques, c'était principalement hétérosexuel et ça me gênait parce que j'avais vraiment envie de parler aussi de ce qui se passe pour les couples homoparentaux. J'en ai, mais très peu pour arriver à faire une comparaison. Mais ce que je sais, par exemple, pour les couples lesbiens et qui sont aussi parentes, il y a des problématiques qui sont assez similaires aussi, effectivement. Que ce soit dans la baisse de libido, souvent c'est des problématiques qui sont assez similaires aussi. Mais j'ai hâte d'avoir un peu plus, on va dire, de données là-dessus et d'expérience là-dessus pour faire un avis un peu plus détaillé et plus juste. Oui, donc finalement, quand il y a problématique en postpartum, ça touche à peu près tout le monde et ça vient nourrir un peu les mêmes choses, sauf dans ce truc de la madone versus la putain, j'imagine que c'est moins présent chez les couples lesbiens. Question. C'est vrai que je ne sais pas, mais ça pourrait. On n'hésite pas à nous partager, justement, s'il y a des couples lesbiens qui nous écoutent, à nous partager. Mais souvent, il y a des problématiques quand même assez similaires qui se retrouvent, en tout cas dans la sexualité. Ok. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'interview où tu vas nous donner des tips. On va avoir des petits conseils et qu'est-ce que tu préconises de mettre en place, des choses très simples mais pourtant très efficaces. Donc déjà, tu l'as beaucoup évoqué, pour recommencer une sexualité, il faut déjà se réapproprier son corps en tant que femme déjà, et donc aller s'explorer soi-même. Donc comment est-ce qu'on rebooste, ou on booste, puisque si on l'a jamais fait, son imaginaire érotique? Déjà, c'est de prendre le temps. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de mamans de s'accorder ce temps-là pour venir. Moi, je les appelle des rituels de bien-être. En fait, c'est de se dédier des moments à soi où on va avoir peut-être 15-30 minutes où c'est juste pour nous, pour venir déjà avoir cette exploration du corps, mais surtout pour venir enrichir son imaginaire. Donc, comment ? En fait, ça va être avec différentes ressources. Déjà, est-ce qu'on est une personne qui est plus visuelle? Donc, si on est plus visuel, est-ce que, par exemple, des photos érotiques, est-ce que, par exemple, des vidéos érotiques, sensuelles, pornographiques peuvent nous intéresser? Si on est plus auditive, est-ce que peut-être des audios érotiques qui ont connu un boost ces dernières années, on peut être sensible? Il y a des très bons podcasts là-dessus. Il y a des très bons, ouais. Ouais. Et ça marche quand même plutôt pas mal pour rebooster la libido chez certaines personnes. Donc, si vous connaissez pas, allez faire un tour sur ces différents podcasts. Et puis, il y a des lectures érotiques, des audios. Donc, vraiment de chercher un petit peu ce qui peut vous intéresser ou de repenser à des expériences intimes qui étaient plaisantes ou même de fantasmer sur des choses, sur des pratiques qui pourraient vous intéresser, vous n'êtes pas sûr. Enfin,
voilà, de jouer avec son imaginaire, ce qui n'est pas totalement évident pour tout le monde. Mais c'est d'arriver à se dédier des temps pour justement se permettre d'explorer ça, d'explorer des jouets si on a envie aussi, hein, il n'y a aucune obligation, mais des jouets, son corps, se réapproprier, se toucher vis-à-vis de soi aussi, que je trouve important. Ok. Bon, déjà, c'est une première étape. Donc, rebooster son imaginaire. Tu le dis, prendre un miroir, regarder sa vulve, voir comment elle a évolué. Parce qu'elle a pu changer et c'est pas grave. Oui. Puis elle change au cours du cycle aussi, hein, menstruel, au cours de la vie. Donc, de l'observer, comme je l'ai dit, d'utiliser tous ses sens. Alors, ça pourra peut-être choquer, mais de la toucher, de la voir. Ça peut être intéressant de faire jouer tous ses sens. Alors maintenant, si on parle un peu plus concrètement, tu as parlé de la Queen Shower qui est assez connue, mais en fait pas tant que ça finalement. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est une Queen Shower? Ouais. Alors le titre, c'est le titre pour c'est un exercice que j'ai appelé Queen Shower pour ce livre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est l'élément phare de ce livre parce que tout le monde m'en parle. C'est très simple en fait. C'est un moment déjà, encore une fois, dédié à soi où lors d'une douche, on va vraiment être dans la pleine conscience. Donc, c'est-à-dire être attentive à ce qui se passe. Et donc là, c'est par exemple être attentive à l'eau qui ruisselle sur le corps, voir vraiment les sensations que ça fait quand on met du savon sur sa peau. Et souvent, quand je demande aux personnes, aux mamans qui sont pressées, elles sont là, on tapote, je sais même pas comment je mets du savon sur le corps. Donc je leur dis, prêtez attention à comment vous savonnez. Comment vous prenez votre douche et puis à la sortie de la douche pouvoir se mettre une crème hydratante ou une huile, quelque chose juste pour pouvoir s'appliquer, en fait se masser, parce que c'est plus agréable quand il y a une texture comme de l'huile ou une crème, et venir aussi effectivement l'appliquer avec douceur et pareil, voir effectivement les recoins de sa peau, découvrir les nouvelles courbes, découvrir les nouvelles rondeurs peut-être, découvrir effectivement tiens par rapport aux vergetures, comment je peux me les approprier, enfin vraiment venir sentir son corps. Ce pot à pot, je le trouve super important et on l'oublie facilement. Mais ce pot à pot va vous permettre de réappréhender votre enveloppe corporelle et donner une certaine confiance aussi. Donc la Queen Shower, c'est vous montrer que vous êtes une queen, quoi, que vous êtes si puissante et que vous avez vraiment un corps de rêve et qu'il faut en prendre soin. Et plus vous en prenez soin, et plus vous l'aimez, plus vous avez envie d'en prendre soin. Donc c'est une boucle vertueuse. C'est sûr. Après, chacun son rythme parce que le corps en postpartum, c'est très compliqué et il n'y a pas de pression à se dire qu'il faut aimer son corps tout de suite. Exactement. Voilà, c'est un travail qui peut durer toute une vie, malheureusement. Et j'ai la sensation que beaucoup de choses changent parce qu'on montre de plus en plus la réalité d'un corps et qu'on arrête de le lisser, de le photoshopper. Voilà. Et qu'on a... Ouais. En faisant justement comme les outils de la Queen Shower régulièrement, et évidemment, ça va pas être du jour au lendemain, ça y est, j'aime mon corps, wouhou, je me sens super puissante, mais c'est en le faisant, et c'est ce que je dis, c'est dans la répétition, et ça peut prendre des mois, des années, mais c'est toujours bénéfique au final. C'est sûr. Ensuite, est-ce que tu peux parler, là on passe en couple, ce qu'on peut mettre en place donc avec son ou sa partenaire qui est le hot date. Les hot dates. Donc les dates, c'est des rendez-vous amoureux. Alors les rendez-vous amoureux, c'est des moments où on met de l'intention dans son couple, c'est-à-dire c'est de comprendre déjà pourquoi on a envie de se retrouver ensemble, pourquoi c'est important pour notre couple d'avoir des moments de qualité ensemble. Donc ça dépend de chaque couple. Mais surtout de se dire, en fait, c'est important pour notre couple de se retrouver assez régulièrement et d'avoir des dates, en fait, de se mettre des dates dans l'agenda, parce que je le dis encore une fois, mais tous les couples me disent, on n'a pas le temps, et je le sais, et qu'on est toujours rattrapé par le temps. Donc, il faut le mettre dans son agenda et il faut en faire une priorité. C'est-à-dire que quand on décide d'une date et d'un rendez-vous en amoureux, c'est cette date-là et il n'y a rien qui va la changer, sauf s'il y a une urgence. C'est tout. Et une urgence vitale. Donc ça, c'est important parce que sinon, je vois que les couples, s'ils ne le font pas une fois, ils se disent on est fatigué, on ne le fait pas cette fois-ci, mais on le fera la prochaine fois. Finalement, au final, ils ne le font plus et on est perdu. Donc, c'est d'avoir ces rendez-vous-là. Et hot date, c'est justement hot pour mettre des choses, alors pas forcément du sexe pénétratif, mais des choses avec de l'érotisme, de la sensualité. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez mettre. Et ça, on revient un petit peu sur la Sexual Wellness Board.
Ou du coup, avec tout ce que vous avez mis, tout ce que vous avez envie d'explorer dans ce mois-ci, vous pouvez repiocher dans cette liste-là pour les inclure du coup pendant vos hot dates. Donc, il y a certains couples, ça va être prendre une douche et se savonner ensemble, aller marcher main dans la main dans la forêt près de chez nous, aller à un spectacle ensemble et puis ensuite on va au restaurant et puis on discute de nos projets ou de nos envies. C'est d'avoir des moments qui sortent un petit peu du quotidien et ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais c'est des moments où vous êtes dans votre bulle et vous parlez de votre couple et de votre couple seulement. D'accord, donc oui, interdit de parler des enfants, c'est ça que tu veux dire. Voilà, bah ouais, non, pas les enfants. Les enfants, vous pouvez en parler tout le reste du temps, mais ces moments-là dans vos bulles, c'est pour parler de votre couple, de comment ça se passe, même de faire un débriefing de comment c'était le mois dernier, des choses à ajuster, les projets futurs, ce qu'on a envie d'explorer ensemble, ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment de parler de soi à soi et de soi à l'autre. Alors, là, c'est dans un monde idéal où on communique bien, où c'est fluide. Comment ça se passe quand on n'a jamais communiqué autour de la sexualité dans un couple? Parce que ça arrive très souvent, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça reste quand même un sujet très tabou, même dans les couples. Comment on réapprend, pour ceux qui ont réussi, mais qui l'avaient déjà fait, mais qui sont tellement accaparés par un bébé qui n'ont plus le temps de ça. Donc, c'est quoi tes petits conseils pour communiquer autour du sexe? Ouais, autour du sexe. Alors là, pour assurer effectivement les personnes, c'est encore une très grande généralité de personnes où effectivement on n'a jamais appris à parler parler de sexe. Et donc pour une majorité de couples, ça reste un sujet assez tabou, assez délicat. On ne nous apprend pas, donc on ne sait pas comment faire. Je tiens à rassurer. Pour les couples qui ont vraiment des difficultés, c'est vraiment très difficile. Vous pouvez toujours consulter des thérapeutes de couple et des sexologues qui vont pouvoir donner des pistes et des outils, vous accompagner pas à pas. Si c'est pas trop difficile que ça, bah effectivement, ça va être peut-être dans ces rendez-vous mensuels. Alors peut-être pas les hot dates avec de l'érotisme, etc., mais des moments aussi qui sont dédiés à communiquer au sein du couple. Et donc, peut-être d'avoir des moments où vous dites, bah là, on va communiquer sur effectivement les choses qui ne vont peut-être pas vraiment bien. Et penser, quand on parle de sexualité, du coup, de se dire, bon, quelles sont les choses qu'on aimerait améliorer? Et ça, je sais que ça peut être difficile pour les personnes de le faire parce que des fois, on ne sait déjà pas soi-même ce qu'on a envie. D'où l'importance de prendre déjà du temps pour soi, de peut-être penser au sexuel wellness board, de peut-être faire ce travail-là pour que quand on est en présence de l'autre, on ait déjà des idées un peu plus claires. Vous voyez? Donc là aussi, si c'est difficile, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Mais donc, c'est déjà d'avoir les idées claires par rapport à ce qu'on a envie. Et effectivement, il y a souvent les premiers débuts, c'est inconfortable, c'est gênant de parler de sexualité parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais je vous rassure que le fait de plus vous allez en parler, plus vous allez normaliser les choses et plus ça sera facile. Donc, c'est les premières étapes qui sont vraiment difficiles et inconfortables et qui sont des fois maladroites. Mais c'est aussi OK de se dire, bah, on apprend en fait. On a envie d'être de meilleures personnes, de meilleurs amants, de meilleurs partenaires pour notre partenaire. Et donc, on est motivé, en tout cas, à apprendre. Et qu'il n'y a pas de pas se mettre de la pression pour se dire ça doit être tout parfait dès le début, parce que souvent, du coup, on fait rien si on se met cette pression-là, mais de se dire on va apprendre et on va apprendre ensemble et on sait que c'est difficile, mais on va y aller étape par étape. Et je crois aussi qu'il y a pas mal de femmes qui racontent que leur sexualité est différente après avoir eu un enfant. Les zones érogènes, elles ont changé, donc au final, c'est comme si on repartait un peu, pas de zéro, mais que c'est une nouvelle page et c'est intéressant de reprendre des nouvelles habitudes. C'est ce que je dis généralement. En plus, le postpartum, mais grossesse aussi, mais postpartum, c'est un tremplin, une opportunité pour repenser la sexualité. En fait, on devrait le faire presque assez régulièrement, mais souvent la plupart des couples ne le font pas et le font à ce moment-là. Donc c'est quand même une opportunité, c'est quand même chouette et c'est ça que je trouve. Enfin voilà, il faut quand même montrer une image où c'est une image quand même super intéressante par rapport au moment de la sexualité. On peut vraiment en faire quelque chose de vraiment intéressant et de mieux en termes qualitatifs. Et c'est vrai que les repères peuvent changer, ce qu'on aimait avant, les positions, tout peut être différent parce qu'en termes de sensations, c'est différent. D'où l'intérêt de se questionner là-dessus, de se dire quel genre de sexualité j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Parce que peut-être je ne suis pas intéressée par la sexualité que j'avais avant, mais que je serais peut-être intéressée par une sexualité autrement. Et que mon partenaire ou ma partenaire sûrement aussi. Donc c'est intéressant de mettre les mots là-dessus.
Bon, et puis il y a un dernier aspect que je voulais évoquer avec toi pour parler un peu de slow sex de manière un peu plus précise. Et toi, tu expliques que la méditation peut être un très très bon outil pour la sexualité et donc peut-être déboucher sur du tantrisme, enfin sur d'autres pratiques qui ne sont pas européennes ou en tout cas représentées dans les films porno ou dans les films tout court et qui c'est très intéressant. Alors vas-y, explique-nous tout. Ouais. Alors là, la pratique de méditation dont je parle dans le livre, et vous pourrez faire vos recherches ou m'envoyer des emails, mais c'est la méditation orgasmique. C'est une pratique de pleine conscience, donc on est vraiment au cœur des sensations, où il y a une stimulation du clitoris. Pour faire en gros, comme ça je vous laisse le suspense, mais cette pratique de méditation orgasmique permet en fait déjà pour les personnes qui la pratiquent une meilleure connaissance du corps, d'être plus à l'aise avec la sexualité parce que ça va demander de communiquer sur ce qu'on a envie, d'ajuster par rapport à la caresse, si on veut une caresse un peu plus lente, plus rapide, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Ça va être des éléments très spécifiques par rapport à la méditation orgasmique, mais qui du coup dans la sexualité est super intéressante parce que les outils de communication, de lâcher prise, d'être plus en lien avec ses sensations, de connexion avec le ou la partenaire, sont des éléments super intéressants dans la sexualité et dans la méditation orgasmique, on part toujours d'un désir. Et dans la sexualité, on devrait faire la même chose. Et ces pratiques-là, donc de méditation orgasmique, mais d'autres pratiques, font partie de la mouvance du slow sex. Slow sex, c'est en fait ralentir pour mieux sentir les sensations. On est souvent dans une société où tout va vite, où on se pose même pas la question si on aime, si on n'aime pas. On n'arrive pas vraiment à détailler à ajuster, à être précise, parce qu'on prend pas le temps de ralentir pour vraiment sentir, ok, cette sensation-là, est-ce qu'elle me plaît? Ouais, mais et peut-être si je faisais un peu plus doucement ou peut-être un peu plus rapide dans cette position-là ou avec cet angle-là, là, ça ferait bien. Et je trouve que le slow sex, déjà de manière générale, c'est fantastique pour les couples parce que ça reprend les bases de ce que devrait une sexualité saine, mais surtout dans les couples en postpartum parce que souvent on a besoin de temps, de douceur, de réapprendre ces sensations-là et donc le slow sex répond à toutes ces demandes. Il y a c'est pas encore sorti, il y a une série qui sort le 21 octobre sur Netflix qui s'appelle c'est Sex Goop. C'est le Goop. Sex, Love and Goop avec Gwyneth Paltrow. J'ai vu la bande-annonce et c'est vraiment tout ce que tu décris parce que c'est tout sauf du sexe pénétratif finalement. C'est de refaire avec les sens et le jeu, le toucher et prendre son temps. Donc, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas, ça sort dans 2 semaines. Est-ce que ça... Je pense que ça peut aussi aider à visualiser et comprendre ce dont tu parles. Ouais, et que souvent le premier approche, parce que même si les personnes regardent ces séries, il y a d'ailleurs eu une saison, je crois, avant. Oui, elle en avait parlé déjà une fois. Ouais, et souvent les gens vont dire, ouais, c'est bizarre, c'est une secte, c'est bizarre ce qui se passe là, parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué, et pourtant c'est souvent la base de ce que devrait être une sexualité. Donc, on faudrait presque tout réapprendre, on a un petit peu appris à l'envers. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je parle de ce programme parce qu'on a tellement peu l'habitude de voir dans les médias ou dans les grosses plateformes des représentations autres qu'une sexualité hétéronormée pénétrative, que même pour les hommes, c'est très compliqué de se projeter que ce ne sont pas le centre du monde dans une sexualité et qu'il y a autre chose que eux et leur pénis. Ouais, et surtout, je pense que si on se décentre de la pénétration, en fait, ça arrangerait beaucoup d'hommes. Ça arrangerait beaucoup d'hommes, ça enlèverait beaucoup de dysfonction déjà et beaucoup de pression de performance. Et en fait, ça serait bénéfique à toutes les personnes. C'est vraiment ce que je pense. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. Pour toutes les personnes qui veulent consulter, tu as des consultations en ligne. N'hésitez pas à aller voir des professionnels de santé autour de chez vous. Je sais que sur l'application par exemple Doctolib, vous pouvez taper sexologue et vous trouverez des gens formés. Et sinon, il y a les consultations en ligne. Donc déjà, ça aide. Ouais, de ne pas rester seul, même une séance pour poser vos questions, pour être rassuré, ne pas hésiter à en parler aux professionnels. Et c'est aussi leur rôle aux professionnels de la santé. Et j'y travaille pour qu'il y ait de plus en plus de professionnels de santé, les sages-femmes, enfin les gynécos, ceux qui sont vraiment en direct avec les personnes enceintes, les couples en postpartum,
pour aborder, pour donner ces informations-là par rapport à la sexualité et surtout rassurer. Et pas d'entendre de la part de certains professionnels, malheureusement, il va falloir vite reprendre, sinon monsieur il va s'ennuyer ou il va aller voir ailleurs. Hein. Ne jamais penser que ce qui est normal si quelqu'un vous dit ça, parce que je sais que ça se dit encore malheureusement dans les consultations. On va y arriver. N'hésitez pas à poser vos questions, à consulter, il n'y a aucune honte, aucune gêne, et s'il y a des difficultés par rapport au couple ou à la communication, en thérapie de couple, le sexologue, ça donne des fois des bons outils pour débloquer des situations. Merci Camille. Merci Clémentine. C'était Camille Bataillon, sexologue spécialisée en périnatalité et autrice du livre Réinventer sa vie intime après bébé. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez aider ce podcast à se faire connaître en mettant 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ou en aidant à se développer via Patreon. Vous allez sur la page www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Vous pouvez participer à l'évolution de ce podcast en contrepartie de nouveautés. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.